Merci, chers confrères. La parole est maintenant à Monsieur Dany Laferrière, délégué de l'Académie française, pour son discours « Un art de vivre par temps de catastrophe ». Bonsoir et vivant. Voltaire, dans son long poème sur le tremblement de terre de Lisbonne, lance ce défi pour fustiger ces philosophes qui nous demandent de tout prendre avec sérénité, en écartant toute sensibilité qui pourrait dévoiler notre humanité. Et si vous composerez dans ce chaos fatal, ironise-t-il, une façon de leur dire qu'on ressent les choses différemment quand on se retrouve au cœur d'une catastrophe que quand on philosophe à bonne distance. Mais Voltaire n'avait pas terminé sa démonstration. Il entendait, par une simulation, leur faire apprécier un bref instant les ravages d'un séisme. Comme toujours, il est si rapide dans ses images qu'on l'imagine en train de filmer plutôt que d'écrire. Pour réaliser ce court-métrage, il se sert d'une caméra assez rudimentaire qui lui permet tout de même de donner au spectateur, le mot est de lui, l'impression d'être sur place. D'abord, il fixe l'image sur un très large plan, le temps que l'on s'acclimate avec l'événement. « Accourez », dit-il sous le même ton sarcastique qu'on lui connaît, contemplez ces ruines affreuses. Puis, il débute par un lent panoramique afin de bien montrer ces débris, ces lambeaux, ces cendres malheureuses. La caméra glisse pour s'arrêter sur une image qui nous attrape à la gorge. Zoom sur ces femmes, ces enfants, l'un sur l'autre entassés. Les images défilent sans bruit et l'effet est plus saisissant. Puis, il monte légèrement le son pendant que des corps se tordent de douleur aux cris demi-formés de leur voix expirante. La morale arrive en voix off, comme toujours quand il s'agit d'une catastrophe de cette ampleur. Lisbonne est abîmée et l'on danse à Paris. Mais Voltaire n'est pas plus proche du séisme que ces philosophes qu'il cherche à ridiculiser. Les images, aussi terribles qu'elles puissent être, ne sont pas l'objet principal du poème. Si le titre est long, poème sur le désastre de Lisbonne ou examen de cet axiome « tout va bien », c'est parce que son auteur cherche à dire d'entrée de jeu ses intentions. On est prévenu. Le tremblement de terre de Lisbonne n'est qu'un prétexte à sa démonstration philosophique. En fait, il fait pareil que ceux qu'il fustige. Je le dis sans hausser du col, car on ne peut trouver là matière à fierté. J'ai vécu le tremblement de terre de Port-au-Prince. Je constate aussi, avec une légère tristesse, qu'une expérience, aussi douloureuse soit-elle, n'a aucune incidence sur notre talent. J'étais donc à Port-au-Prince lors du tremblement de terre de la même puissance que celui de Lisbonne. Ayant été sur place ce jour-là, je peux vous assurer que Voltaire ne s'est pas trompé dans certaines descriptions. Par contre, quand on est à l'intérieur, on vit les choses différemment. Bien que conscient du concentré d'ironie et de sarcasme qui irrigue cette injonction de Voltaire, et vous composerez dans ce chaos fatal,
Je peux vous dire que c'est exactement ce que j'ai fait. J'avais mon carnet et j'ai pu noter tout ce qui traversait mon esprit et mon champ de vision. J'étais logé dans l'œil de la catastrophe, avec la singulière impression d'être le seul en train d'écrire durant un pareil moment. C'est là que s'est joué mon destin d'écrivain. Si ce besoin de témoigner par écrit de ce qui se passe autour de moi se révèle un acte vain, alors la littérature n'aura plus aucun sens à mes yeux. La mort collective. On comprend bien que je n'ai pas les moyens intellectuels pour une aussi vaste entreprise, d'écrire un tremblement de terre. Voir s'envoler dans un épais nuage de poussière en 35 secondes une ville, sa ville natale, peut vous laisser sans voix. J'étais en train de manger dans le petit hôtel, le petit restaurant de l'hôtel où je séjournais, quand j'ai entendu un bruit de train, accompagné de trépidations sous la table, comme si des milliers de marteaux-piqueurs entreprenaient de saccager les fondations de la ville. De quoi s'agit-il, puisque Port-au-Prince n'a pas de métro? J'ai compris plus tard que durant un pareil événement, tout va aussi vite que le style de Voltaire, et qu'on ne dispose que de 8 secondes à peine pour savoir où on se trouve, ce qui se passe et ce qu'on doit faire sans tarder. Mais tout le monde ne réagit pas de la même manière. L'ami avec qui je discutais voulait finir sa bière. On s'est précipité vers le centre de la cour pour se mettre à plat ventre sous les grands arbres. Il s'était déjà écoulé une quinzaine de secondes. J'entendais un sifflement de serpent et je voyais des immeubles se fendre en deux. Couché à plat ventre, je regardais passer un avion. Il venait de décoller quelques secondes avant la catastrophe. Un passager racontera plus tard que, jetant un regard par le hublot, il a vu disparaître, caché par un épais nuage de poussière, la ville qu'il venait à peine de quitter. Je m'attendais à tout moment à voir la terre s'ouvrir pour nous engloutir. Une panique verte qui remonte à une adolescence fiévreuse, alors que je passais mes journées au cinéma à me gaver de films d'épouvante. Puis, rien. Pas un craquement d'arbres secs, ni même un cri dans cette ville si bavarde et émotive. On se relève doucement, sans imaginer que des milliers de personnes, 230 000 à 300 000, étaient restées au sol. J'ai vu le visage de mon voisin, celui d'un homme qui venait d'échapper à une mort certaine. J'imagine qu'il a vu dans mes yeux le même effarement et la même incrédulité. Et en même temps, tout au fond, cette petite lueur. Puis vint cette seconde secousse qui enlève tout espoir de sortir vivant d'une telle situation. J'avais perdu depuis un moment toute notion du temps, mais il m'a semblé qu'on avait eu 10 secondes entre les deux secousses, comme une parenthèse de bonheur pour savourer la vie. Toutes nos espérances s'étaient glissées dans ces 10 précieuses secondes. Mais curieusement, cette certitude de mourir et de mourir en même temps que tout le monde a effacé toute peur. La sensation aiguë, pour une première fois, de faire partie du cosmos. On ne peut mourir que si on est seul dans sa mort. La mort fait peur parce qu'on en a fait un acte si intime qu'on ne meurt que dans le silence.
Mais là, les remous du train qui continue sa route sous notre ventre et les trépidations des milliers de marteaux-piqueurs nous a divertis de notre mort. Le sentiment presque libérateur qu'il n'y aura pas de témoins. Ceux qui foulent le sol de cette ville sont en ce moment morts ou vifs. Pas de spectateurs, donc pas de spectacle. Une volée d'oiseaux passe au-dessus de nos têtes en ordre régulier, comme pour nous rappeler que cette histoire ne concerne que ceux qui ne savent pas voler. Durant cette nuit, on a ressenti plus de 40 répliques, certaines à peine perceptibles, mais provoquant tout de même un tressaillement chez ceux qui dormaient à même le sol. La fleur. En arrivant à l'hôtel la veille, je suis allé saluer ces fleurs à très longues tiges, élégantes et fragiles, qu'on trouve au pied de l'escalier qui mène au terrain de tennis. Les 2 grandes secousses passées, je me suis dirigé à nouveau vers le petit jardin. C'était de ma part un geste étrange, vu les circonstances. Mais je crois que c'était une intuition poétique qui m'y avait conduit. Les fleurs, toujours pimpantes, quand les immeubles n'étaient plus que des monticules de gravats. La fleur a résisté quand le béton est tombé. Mais d'où vient cette idée d'aller voir comment se portent les fleurs au milieu des décombres? L'explication n'est pas uniquement philosophique. Mon grand-père pensait nous mettre, mes cousins et moi, en contact avec la nature. On avait chacun un petit lopin de terre qu'il fallait faire fructifier en y plantant du pois et du maïs. Et chaque matin, mon premier geste était de courir au jardin pour voir si les graines avaient germé, le miracle d'une minuscule graine qui parvient à percer la terre afin de voir la lumière m'a ébloui. Le style. Je comprends que le chaos produit toujours un nouvel ordre. De nouvelles structures se mettent immédiatement en place. Cela finit par influencer ma manière d'écrire, aujourd'hui si éclatée. Mais pour écrire, il m'a fallu d'abord reconquérir l'alphabet. Le choc du séisme fut si violent que j'ai eu peur de ne plus savoir raconter une histoire. En fait, je ne parvenais tout simplement pas à me concentrer. Écrire, c'est ordonner le chaos. En même temps, je rêvais que mes phrases et mes intuitions épousent plutôt les formes de ce chaos. J'écrivais des lettres, puis des mots, ensuite des phrases sans suite. Ce n'est qu'une heure plus tard que j'ai commencé à décrire ce qui se déroulait autour de moi. J'écrivais en me disant naïvement, pour me calmer, que le narrateur ne meurt jamais. Je serai vivant tant que je pourrai écrire, même au cœur d'une catastrophe. Écrire ou filmer. Cette question m'obsède jusqu'à aujourd'hui. Combien d'années et de vies pourraient contenir 35 secondes? Et me voilà dedans. J'ai l'air de garder une certaine distance avec le côté tragique de la situation. Sachez que nous ne pouvons qu'imaginer l'ampleur des dégâts. Pendant quelques heures, on vivait le séisme suivant l'impact qu'il a eu dans notre quartier. Que dire dans l'espace étroit où nous nous trouvions? S'il y a beaucoup de morts dans votre quartier, vous avez l'impression que la ville est un amas de cadavres. Et s'il y en a peu, on remercie Dieu d'avoir épargné notre ville. C'est là que le regard de Voltaire se différencie du mien. Le sien est global, le mien local. On ne pourra prendre le pouls de la situation que quand les premiers journalistes arriveront, quand la caméra posera son gros œil sur la ville dévastée
et montrera au monde l'immense gravat qu'est devenu Port-au-Prince. On se souvient de la caméra plutôt froide de Voltaire. Il ne connaissait pas les gens dont il se servait comme argument pour sa démonstration, ce qui n'est pas le cas de Villon, filmant les gibets de Montfaucon. Villon ne se départit jamais de sa tendresse pour ses frères d'infortune. Il ouvre son poème-reportage par un magnifique plan large qui déborde le cadre de son siècle et nous atteint aujourd'hui encore. Frères humains qui après nous vivez. Gros plan ensuite sur le petit groupe de pendus. Vous nous voyez si attachés 5-6. Admirez ce nous. Il s'approche plus près encore jusqu'à filmer l'œil, pas le regard qui est une notion subjective. Est-ce la première fois que la caméra s'est approchée d'aussi près d'un visage humain dans la poésie française? Pie et Corbeau nous ont les yeux cavés et arraché la barbe et les sourcils. Tous les photographes de guerre savent que pour avoir la meilleure image, il faut s'approcher le plus près possible de la zone d'action jusqu'à en faire partie. D'où le nous de Villon. L'échelle. On entend subitement des hurlements. 2 petites filles prises au piège sur un balcon. Elles ne peuvent descendre que par en avant, là où il n'y a pas d'escalier. La maison, déjà fortement secouée, tombera à la prochaine secousse. Les petites filles hurlaient sans répit et sans une échelle, on n'arrivera pas à les atteindre. Un jeune homme, long et mince, qui passait par là, a tout de suite compris la situation. Il trouve rapidement une échelle. La plus jeune des 2 sœurs refuse de descendre sans sa mère piégée dans une pièce à l'intérieur. Elle finit par casser une vitre pour rejoindre ses filles. Malgré tout, la cadette refuse de descendre si sa mère et sa sœur ne descendent pas d'abord. C'est une petite fille de 9 ans qui a pris la direction des opérations sous le regard médusé de la foule au pied de l'échelle. Le jeune homme n'a pas attendu les félicitations. On s'est retourné, il n'était plus là. Un homme a lancé sur un ton admiratif que seul un voleur peut trouver si rapidement une échelle. Mais il n'y a plus de voleurs puisque tout est à ciel ouvert et que rien n'appartient à personne. Le Cayman Market. Juste à l'entrée de Pétionville, je vois les premiers corps par terre, bien rangés, les uns à côté des autres, 8 cadavres. Je ne sais pas dans quelles conditions ils sont morts, ni qui les a rangés ainsi. Ma raison d'écrire devient simple, ce sera pour jeter un drap blanc sur ces corps anonymes. Le Cayman Market, le plus grand marché couvert de la ville, s'est effondré en gardant prisonniers dans son sein de nombreux clients. Certains sont morts immédiatement, mais ceux qui se retrouvent simplement coincés peuvent tenir un long siège. Les gens craignent qu'en pénétrant dans les magasins pour s'approvisionner gratuitement, une nouvelle secousse, même légère, ne fasse tomber une poutre sur eux. Pendant plus de 24 heures, on a vécu sans aucune transaction monétaire. Parmi tous les dommages collatéraux provoqués par le tremblement de terre, c'est la disparition de l'argent qui m'a le plus surpris. Je n'avais jamais pensé que c'était possible. Les gens avaient encore de l'argent en poche, mais aucun achat ne se faisait. Le papier-monnaie était redevenu papier. La disparition de l'État. Les gens arrivent du bas de la ville, certains à pied, de plus en plus nombreux. Un couple de Français vient de laisser sa voiture encore en marche, portière ouverte, au milieu de la rue. Une nourrice leur apporte un bébé. Ils dansent avec le bébé. Une petite secousse interrompt la fête. Les nouvelles tombent comme si on était en guerre. On nous annonce la chute du palais national, du palais de justice, du ministère des Finances, du ministère du Plan, de la Cour supérieure des comptes, de la grande cathédrale de Port-au-Prince, de l'Université d'État,
de l'hôpital général et d'un grand nombre de magasins du centre-ville, le corps de l'État par terre. Le chaos total. Quelqu'un a lancé que c'était la révolution, mais étonnamment, personne n'a pensé à prendre le pouvoir. Quelqu'un a dit qu'on avait enfin touché le fond, un rire fusa. Les corps semblaient tout à coup plus légers, plus aucune responsabilité, la faillite étant si évidente. On avait perdu en 35 secondes une incroyable somme d'expérience humaine. Un homme bien mis s'est assis alors au pied d'un arbre avant de défaire sa cravate. Demain. La nuit arrive sans cri et gare, comme toujours sous les tropiques. Les gens commencent à s'assoupir sur le terrain de tennis de l'hôtel où nous avions installé notre campement. On entend une petite fille demander à sa mère s'il y a classe demain. C'était la première fois que le mot « demain » était prononcé. On n'était pas à l'abri d'une nouvelle secousse importante et personne ne pouvait prévoir ce qui se passerait alors. On entend une rumeur au loin. Un gardien nous dit que c'est une foule qui chante et prie. Les gens allaient sans destination, surtout ceux qui n'avaient plus de maison. Ils habitent le temps présent à défaut d'habiter un lieu. Enfin, demain. Des amis sont passés me chercher dans une Jeep. Je vais voir ma mère. On descend la route de Delma jusqu'à cette entrée qui mène dans le quartier de ma mère. Avant le tremblement de terre, cette route était difficile. Maintenant, c'est impraticable. Voici la maison du poète Franck Étienne. Une petite foule se tient devant la grande barrière rouge. Soudain, un cri. Le poète est vivant. On vient de le voir passer d'une pièce à l'autre. Rassuré, je continue ma route jusqu'au carrefour. Debout, au milieu de la rue, les bras en croix, une femme demande des comptes au ciel. On comprend vite qu'elle a perdu toute sa famille. Elle voit une cruauté dans le fait d'avoir été épargnée. Ils étaient tous à table. Elle est sortie chercher un plat qui cuisait dans la cour quand tout s'est mis à trembler. Elle a eu la présence d'esprit de sauver le repas. Quand elle s'est retournée, la maison était un amas de pierres. Elle veut savoir pourquoi Dieu ne lui a pas permis de mourir avec les siens. On attend qu'elle termine pour continuer notre route. On tourne à gauche. La maison de ma mère est au bout de l'impasse. Mon cœur se serre car je vois la montagne au loin, ce qui veut dire que toutes les maisons qui les cachaient auparavant sont tombées. J'arrive, ils sont tous là. Mes tantes, mon neveu, ma sœur, ma mère. Ma mère me saute dans les bras et me dit toute go qu'elle a vu un magnifique ciel étoilé l'année dernière. Elle n'avait pas dormi à la belle étoile depuis son enfance. La voilà toute excitée. J'avais oublié l'impact d'un tel événement sur une femme de plus de 80 ans. C'est une énergie nouvelle, une fin et un commencement du monde. Elle m'a dit « J'ai tout vu dans ce pays. Les coups d'État à répétition, les dictatures héréditaires, les inondations successives, les cyclones annuels et maintenant un tremblement de terre. » En rentrant à l'hôtel, on a croisé une voiture bourrée de jeunes gens qui nous ont lancés joyeusement « On salue les vivants ».